Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. Lorsque j'ai connu Jade, elle avait 6 ans. C'est la fille de l'un de mes meilleurs amis. Jade a 21 ans, elle a grandi dans un village de la périphérie de Montpellier jusqu'à ses 18 ans. Jade est partie vivre à Paris il y a quelques mois pour poursuivre ses études à la Sorbonne après 2 années de prépa. Je la retrouve chez sa mère, dans une maison ancienne située en plein cœur du village qui approche aujourd'hui les 6500 habitants. Jade appartient au cluster des progressistes, un groupe composé en majorité par la jeunesse diplômée qui a confiance en l'avenir. À la fois très progressistes sur les enjeux identitaires, les questions sociétales et l'écologie, ils sont pour le reste plutôt modérés et pro-entrepreneuriat. En 2017, leur vote s'était réparti entre Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Nickel. Pour commencer, Jade, j'aimerais qu'on revienne sur un petit peu ton parcours de vie. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui ? Là, j'ai 20 ans. Je suis née dans le sud de la France, à Alès, donc dans le Gard. Mon père vient aussi de cette région-là, des Cévennes, de ce milieu-là. Plutôt un milieu assez populaire avec une mère qui travaillait énormément, qui était plutôt une mère qui était seule avec 3 enfants, donc pas facile. Mais ton père, quand il te parle un petit peu de sa situation de vie, donc c'est plutôt une vie assez difficile, quoi, où tout le monde doit un peu se débrouiller, si je comprends bien. Donc lui, c'est l'aîné de ses 2 frères, et c'est vraiment un peu l'autonomie, devoir un petit peu gérer la maison, puisque ma grand-mère, donc, elle partait travailler pour nourrir la famille, quoi. Après, il me parle pas comme si c'était une situation qu'il a très mal vécue. Enfin, je pense qu'il a plus mal vécu la période où ses parents étaient encore ensemble et que à la maison, ça se passait vraiment très mal, que la période, au final, où il devait juste un petit peu gérer ses frères, quoi. Et alors, du côté de ta mère ? Alors, complètement différent. Donc, ma mère, elle est née en Guadeloupe. Elle y a vécu jusqu'à ses 12 ans, quelque chose comme ça. Vraiment, alors là, pour le coup, ils vivaient vraiment dans une toute petite case en fer, vraiment une situation... parce que nous, on n'a pas rentré à des bidonvilles au final, donc aller marcher 2 km pour aller chercher de l'eau, aller à l'école à pied, marcher des heures dans la jungle au final. Et ensuite, ils sont arrivés en France pour le club de karaté de mon grand-père à Bordeaux. Et voilà, ils ont tout de suite déménagé et puis commencé une nouvelle vie ici. Est-ce que tu peux me raconter la suite de leur vie, quand ils se rencontrent et leur évolution ? Alors, au moment où ils se rencontrent, ils habitent tous les 2 à Paris. Ils font tous les 2, je crois que ma mère travaillait dans une petite bijouterie, que mon père il faisait le ménage dans un petit commerce aussi. Enfin, ils avaient vraiment des petits emplois. Et petit à petit, mon père ensuite a ouvert sa société avec son frère. Ils ont travaillé très dur. Au début, ma mère, elle travaillait pour eux en tant que secrétaire, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, c'est vrai que clairement, ils n'ont plus du tout le même niveau de vie. Ma mère, elle a repris ses études, elle a fait un BTS immobilier. Et donc ensuite, maintenant, elle travaille dans une agence immobilière. Elle est devenue manager de l'agence. Donc vraiment, une vraie évolution professionnelle, clairement. Toi, tu dis que tu as 20 ans aujourd'hui, donc tu as des souvenirs, tu dirais que tu as une enfance, une adolescence heureuse ou... J'ai eu une enfance très heureuse, déjà une situation vraiment, ma famille très aimante, très très aimante, ça c'est sûr. Enfin, il y a eu bien sûr des conflits, comme tout le monde, l'adolescence, la crise d'ado, comme on dit, des trucs comme ça, mais ça m'a pas créé de manque, quoi, puisque justement beaucoup d'amour, quoi. Ton parcours à toi, par exemple à l'école, comment ça s'est passé ? J'ai toujours été une bonne élève. Déjà, avant le collège, ma mère, elle m'a beaucoup fait travailler, beaucoup de dictées le dimanche. Ce qui a fait que quand je suis arrivée en 6e, au final, j'avais déjà fait mes armes, en fait. Et j'ai eu aucune difficulté à m'adapter au système scolaire. En fait, je pense que j'ai vite compris ce que les professeurs, ils attendaient de nous. Arrivée au lycée, j'étais en sport-études. Donc, en plus, j'avais vraiment un cadre de vie, entraînement, cours. Donc, très, très facile à ce niveau-là. Puis je suis partie en classe préparatoire pendant 2 ans.
Et au final, maintenant, je suis en double licence à la Sorbonne. Donc je fais une licence de philosophie et une licence de sociologie. Tu t'imagines, tu commences à réfléchir à ce que tu pourrais faire au niveau professionnel ou c'est Ouais. encore un peu loin là? En fait, c'est pas que c'est encore un peu loin, c'est que c'est encore un peu flou la manière dont je vais pouvoir accéder à ce que je veux faire. Je sais qu'à terme, j'aimerais vraiment m'investir en politique en tant qu'élue. Donc c'est vrai que j'essaie de réfléchir à quelle expérience sur le terrain je voudrais avoir, quelle expérience de vie professionnelle je voudrais avoir pour moi me sentir légitime en fait dans la vie politique. Tu dirais que je reviens sur un élément là qu'on a évoqué tout à l'heure, tu t'es senti poussé par tes parents à l'école et ensuite dans les études supérieures? Je dirais que ma mère au début elle a été assez stricte avec moi, surtout avant le collège. Après je pense que j'ai quand même été poussée par eux pour les études supérieures parce que eux-mêmes, ma mère a arrêté les études supérieures pour être en équipe de France de karaté. Et mon père, il a arrêté parce que je pense qu'il a un petit peu décroché, qu'il a voulu s'insérer dans la vie professionnelle. Donc forcément, même s'ils m'ont pas forcément poussée au départ, j'étais quand même influencée. Et puis je sentais aussi que pour eux, c'était important justement parce qu'ils l'avaient pas fait. Ton rapport à la politique, t'en parlais un petit peu là tout à l'heure, tu disais que tu voulais, que ton but c'était de devenir élu politique à terme. Ouais. Quel est ton rapport à la politique et je dirais quel est le rapport de la famille à la politique? Déjà, je suis dans une famille où on communique beaucoup sur plein de sujets, dont la politique. Ensuite, après, mon père, dans sa jeunesse, il avait des idées assez extrêmes, enfin en tout cas très marquées à gauche, beaucoup tourné vers le racisme, etc. Je pense que c'était les causes vraiment qui l'intéressaient le plus. Et ma mère, pour le coup, elle avait un rapport un peu plus éloigné à la politique. Enfin, elle a un avis sur tout, mais c'est pas un avis vraiment politisé. Enfin, ils nous ont jamais parlé d'un parti ou d'un candidat en particulier, vraiment pas du tout. Donc voilà, c'était un rapport un petit peu comme ça. Tes parents, c'est des gens qui votent? En fait, ils votent. Enfin, mon père, oui, il vote. Ma mère, elle, c'est plus... Je pense que si elle pouvait ne pas voter, elle ne le ferait peut-être pas toujours parce qu'elles ne sont pas toujours représentées ou elle n'a pas toujours justement un candidat qui lui plaît vraiment. Mais je pense que ouais, à la base, elle est pas... Elle préfère voter pour quelqu'un que si vraiment elle est à 100% d'accord avec ses idées et pas juste pour faire opposition à quelqu'un d'autre, quoi. Toi, t'as pas encore voté? Non. Donc là, c'est la première fois? C'est la première fois que je vais voter, là, au présidentiel. D'accord. Je reviens là-dessus. Donc tu dirais, tes parents sur le positionnement politique, ils se réclament d'un côté Ma mère, elle, je pense qu'elle se positionne quand même plutôt à gauche, voilà, c'est plutôt social. Enfin, je pense que c'est vraiment ce qui l'intéresse, c'est toutes les questions de discrimination, de protection des droits de l'homme, etc. Mon père, lui, comme je disais, quand il était plus jeune, c'était voilà, l'extrême gauche, anarchiste, etc. Je pense qu'en vieillissant, ses avis évoluent un petit peu, etc. Mais au final, sur les questions de fond, je pense qu'il reste quand même de gauche. Toi aussi, tu te sens assez concerné par les problèmes de droits de l'homme et de racisme? Complètement. Ouais. Je pense que s'il y a bien quelque chose que mes parents m'ont transmis, c'est vraiment une forte envie d'investissement par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est des questions qui me tiennent beaucoup à cœur, énormément. Questions de discrimination, d'inégalité et tout. Et je pense que ouais, ça, clairement, ça vient d'eux. Est-ce que c'est lié aussi? Est-ce que tu l'as ressenti, toi, le racisme? Est-ce que tu l'as ressenti dans ta famille? Dans toute ma construction, en tant que métisse, en fonction de là où on est, en fait, c'est les autres qui choisissent un petit peu la couleur qu'on a, quoi. Donc j'ai grandi en étant la noire du collège, alors qu'au lycée, arrivé au lycée, j'étais dans un lycée à Mermoz, donc à Montpellier, qui est un lycée plutôt populaire. Et pour le coup, dans ma classe, on avait majoritairement des origines étrangères. Et là, pour le coup, on me faisait bien ressentir que j'étais pas une vraie noire parce que j'avais une piscine et que je vivais à la campagne, en gros, et que mes parents étaient riches, soi-disant. Donc, bon. Tu disais, on était d'origine étrangère. Toi, tu considères que tu es d'origine étrangère? Alors, non, parce que donc, ma mère est guadeloupéenne, martiniquaise aussi, mais c'est vrai qu'on connaît plus ma famille du côté de la Guadeloupe. Et mon père, lui, est d'origine allemande, berbère, mais lui est né en France et mes grands-parents sont la plupart nés en France aussi. Donc au final, techniquement, j'ai pas d'origine étrangère, en tout cas proche de moi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une couleur de peau qui n'est pas blanche aussi, on nous fait plus ressentir ce côté origine étrangère, même si c'est pas forcément une réalité au final.
Mais moi, personnellement, je me sens totalement française. Quel est le moteur de ta volonté d'investissement politique ? Mais déjà que j'ai commencé à m'intéresser à la politique quand en ES, on choisit une spécialité. Et donc, j'avais choisi la spécialité sciences politiques. Et mon professeur, il était hyper investi. Et donc, la science politique, ça me plaisait beaucoup. J'y réfléchissais. En fait, je me rendais compte que vraiment, il n'y avait rien qui me plaisait. Je me sentais jamais véritablement représentée en tant que jeune, en tant que femme, en tant que métisse, en tant que plein de choses. Et en fait, c'est vraiment un manque en fait dans le paysage politique actuel qui m'a fait me dire que c'était peut-être là que je devais me diriger en fait. Donc pour toi, si je résume, dans le paysage politique actuel, il manque de femmes, il manque de métis, il manque de jeunesse, c'est ça ? Je trouve qu'en fait, ouais, il manque clairement de tout ça et qu'en plus de ça, les préoccupations politiques actuelles, personnellement, bien sûr, c'est des sujets importants, l'économie, l'énergie, etc., c'est des choses très importantes, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément d'autres choses qui sont oubliées, même si c'est pas que par rapport au racisme, au féminisme, etc., même juste par rapport aux personnes plus défavorisées, même par rapport à la question environnementale, tout ça, j'ai l'impression que c'est juste du business en fait, et pas vraiment une très conscience. L'écologie quand même, c'est une question importante. Ouais, clairement. T'as changé toi des comportements ? Ouais. Ben là, ça fait plusieurs mois que je diminue énormément ma consommation de viande et maintenant j'achète plus de viande. Mais c'est vrai que voilà, après je sais que je suis pas du tout parfaite, surtout au niveau de la consommation de vêtements. Je sais que j'achète des vêtements un peu trop. J'essaie de privilégier maintenant le seconde main, etc. Mais je sais que c'est l'un des points sur lesquels il faut que je travaille encore. Comment est-ce que tu t'informes déjà de manière générale et en particulier là pour la présidentielle ? Je regarde beaucoup la chaîne YouTube de Hugo Décrypte qui a interviewé pas mal de candidats à la présidentielle. Ensuite, je regarde quand je peux les débats télévisés ou alors des vidéos qui résument avec les extraits, etc. Et ensuite aussi, j'ai fait l'application Élysée, là j'ai commencé à répondre aux questionnaires, etc. J'ai un abonnement aussi à Libération, donc j'essaie de lire un petit peu les actualités sur ça. Je regarde aussi toutes les vidéos de la chaîne de Europe 1. J'essaie de regarder aussi les interventions à France Inter. Tu regardes les émissions politiques là, tu sais les grandes émissions qu'il y a en ce moment là, ou sur YouTube, tu les regardes en replay ou non ? J'ai regardé les vidéos récapitulatives de certaines des émissions, mais je regarde jamais puisque j'ai pas la télé. Déjà. Je vais plutôt aller voir des vidéos YouTube plutôt que de regarder la télé en replay. Et je regarde aussi, je suis certains candidats sur Twitter, et je regarde quand ils tweetent toutes les lignes de leur programme, les lignes principales et tout. Voilà. Tu me dis, il y a des candidats qui m'inquiètent, et il y a des candidats qui t'intéressent. Alors, les candidats qui t'inquiètent ? Forcément, Éric Zemmour. Non seulement je suis pas d'accord, et en plus ça m'inquiète fortement de voir qu'il y a des gens en France qui sont d'accord. Donc voilà, je sais déjà que je ne voterai pas pour Éric Zemmour. Pas non plus pour Marine Le Pen, pour les mêmes raisons à peu près, même si c'est vrai que son discours a un petit peu évolué depuis les 5 dernières années, mais au final... Et tu fais la différence quand même entre les deux ? Pas vraiment, non. L'un comme l'autre, ce serait terrible. Je l'aimais pas, pour moi, c'est les mêmes menaces au final. Ensuite, Emmanuel Macron, je suis pas non plus d'accord du tout avec cet homme. Pour d'autres raisons, au final, c'est juste que j'ai pas les mêmes idées. Pour quelle raison ? Donc c'est pas un mandat un peu particulier, mais pour moi, arrivé à la fin de ce mandat, je me dis pas qu'il a été un bon président, en tout cas pas pour tous les Français. Voilà, je le trouve beaucoup trop capitaliste à mon goût, en tout cas. Donc, Ok. T'as d'autres candidats en tête ? Pour qui je veux pas voter ? Oui. Valérie Pécresse non plus, clairement. Voilà, c'est pas des idées qui m'intéressent, quoi. Voilà, c'est vrai que même, notamment sa dernière intervention, son dernier discours où elle parlait de grands remplacements, où elle parlait des Français de papier, où elle reprenait des expressions de Jean-Marie Le Pen, tout ça. Pour moi, voilà, c'est le même panier que Éric Zemmour et Marine Le Pen. Là, de ce que j'entends, tu te considères de gauche, non ? Oui, je me considère complètement de gauche. De gauche radicale, de gauche d'extrême gauche, non, de gauche modérée. Je pense que je suis encore trop jeune pour vraiment avoir décidé. Je sais que je ne me considère pas communiste, pas d'extrême gauche. Je pense que je suis de gauche un peu libérale, mais bon, pas trop non plus. Mais voilà, je me dirais un peu comme ça pour le moment. Je ne sais pas encore tout à fait fixé. Et puis surtout, c'est vrai que je suis plus concernée par les questions écologiques, notamment que, au final, je m'intéresse moins aux questions économiques, donc j'ai pas encore un avis tout à fait forgé sur tout ça. Ok. Et alors, du coup, on revient sur on a parlé des candidats qui ne t'intéressent pas, qui t'inquiètent. Oui. Les candidats qui t'intéressent ou pour lesquels tu pourrais voter ?
Je réfléchis beaucoup en ce moment au programme de Mélenchon. Quand il va définir point par point son programme, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, notamment avec la question de l'impôt sur la fortune. Après, il y a des points qui sont fondamentaux sur lesquels je suis pas d'accord avec lui, donc pour moi, ce serait compliqué de voter pour lui, notamment avec la sortie de l'Union européenne, avec aussi sa vision de la police, etc., dissoudre la BAC, les choses comme ça, c'est des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Et même si quand on fait la liste sur 100 points, il y en a peut-être 4 sur lesquels je suis pas d'accord, s'il y en a un, c'est sortir de l'Europe alors que je suis pas d'accord, c'est super important, quoi. Donc je réfléchis, mais pour l'instant, c'est vrai que je me dirigerai pas forcément vers lui, je pense. Et ensuite, en ce moment aussi, je lis beaucoup le programme de Jadot. Une grande partie de ce qu'il propose me plaît. Après, il y a beaucoup de choses aussi dont il ne parle pas. Et je ne connais pas du coup forcément sa position. Donc c'est pour ça que je garde des réserves quand même, je sais pas encore. Pour l'instant, je dirais que c'est peut-être vers lui que je me dirigerai, mais j'en suis pas encore certaine. Et est-ce que tu t'intéresses aussi au sondage? Tu regardes si tu dis il y a quelqu'un qui a la chance d'être au deuxième tour, ça Voilà. peut te faire hésiter? Oui. Je m'intéresse au sondage, notamment au fait que pour l'instant, est-ce que si jamais je vote pour un candidat qui a très peu de chances, notamment de passer au second tour, est-ce que ça veut dire que donc je participe peut-être au fait qu'il y ait 2 candidats au second tour contre lesquels je suis pas d'accord? Est-ce qu'il faudrait que je vote pour un candidat comme par exemple Mélenchon? Je sais pas trop quoi faire, c'est beaucoup de questions, mais je trouve ça dommage qu'en fait ça devienne de la stratégie et pas juste que chacun vote pour ce qu'il représente le plus. Donc, On a évoqué quand on parlait des présidentielles le sujet de l'économie, tu m'as dit, tu te définissais de gauche libérale, mais en même temps tu me disais que Macron était trop capitaliste. Donc, ouais. Tu vois, comment tu peux te situer sur ce plan-là? Qu'est-ce que tu penses des questions économiques? J'essaie de me forger un avis petit à petit. En fait, déjà, je suis très attachée au système de redistribution, très attachée au service public, à la gratuité de l'enseignement, au système de santé en France. Pour moi, justement, s'il y a bien quelque chose dont on doit être fier en France, c'est vraiment de ça. Après, c'est vrai que pour ce qui est de créer son entreprise, de tout ça, je pense aussi parce que je suis quand même dans une famille de commerçants, j'ai un regard peut-être aussi un petit peu biaisé par tout ça, par rapport à notamment la TVA, les impôts, que je trouve, c'est vrai, parfois dans certaines situations, je peux avoir l'impression que c'est très élevé, que ça peut revenir à des sommes considérables, que ça peut freiner peut-être certaines personnes, mais en même temps, je peux pas idéologiquement être contre le fait que on donne de l'argent à l'État parce que justement je suis pour tout ce qui fait de cet argent. Ouais, donc si je résume, tu te sens très attaché au service public. En fait, pour moi, tout ça, c'est très essentiel, notamment parce qu'il y a trop d'inégalités en France. Quand on pense au système des États-Unis, par exemple, pour moi, c'est tout à fait inenvisageable qu'en France, certaines personnes ne puissent pas se payer leur service de santé parce qu'elles n'ont pas les fonds nécessaires. Et donc, ça me paraît évident qu'à ce moment-là, ceux qui ont plus d'argent cotisent pour permettre aux autres de pouvoir accéder à un truc qui, pour moi, est un droit fondamental, en fait. On en a déjà un petit peu discuté tout à l'heure dans ton parcours de vie, mais sur le sujet de l'immigration, qu'est-ce que tu aurais à dire ou à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure? D'un point de vue personnel, la question de l'immigration, j'aimerais la penser plus que on puisse assurer à ceux qui sont là, puisqu'ils y sont, des conditions de vie décentes, qu'on puisse assurer un accueil. Après, j'ai conscience que c'est peut-être aussi un peu idéaliste cette vision, que peut-être même c'est sûr qu'on peut pas accueillir tout le monde, j'en ai conscience. Je comprends que dans des élections présidentielles, forcément, la question de l'immigration, les politiques, ils en parlent juste de comment ça va avoir des implications sur la vie des citoyens. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi de réfléchir de cette façon-là parce que ça reste des vies humaines. On parle aussi beaucoup des religions. Toi, quel est ton rapport à la religion déjà? On a été baptisés avec mon frère, mais à part ça, au final, on nous a jamais imposé de religion. Et je trouve ça bien, puisqu'au final, ça nous a permis avec mon frère, notamment d'évoluer dans 2 voies totalement différentes. Personnellement, je suis très spirituelle, mais j'arrive pas forcément à, pour l'instant, avoir vraiment trouvé ma voie, puisque toute la question des dogmes, tout ça, c'est un sujet un petit peu de réflexion pour moi. Mais tu te définirais pas comme athée? Non. Je me définirais plus comme agnostique, ouais. Plus comme agnostique, voire, je pense que je suis de plus en plus croyante, mais juste, je sais pas encore exactement si je suis d'accord avec le dogme religieux, mais je pense que de plus en plus, je peux dire que je suis quelqu'un qui a la foi.
Il y a le sujet des religions qui est aussi présent dans le débat, plus particulièrement de la religion de l'islam. Quel est ton regard sur les religions et ce qu'on dit notamment de la religion de l'islam aujourd'hui ? Je suis plutôt totalement en désaccord avec cette stigmatisation quasi permanente, je trouve, en tout cas dans les médias, puisque sous couvert de critiquer la religion, au final, j'ai l'impression que le débat public, le but c'est juste de critiquer l'islam. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu l'impression que ce soit les chrétiens ou les bouddhistes ou les juifs étaient vraiment visés par toutes les critiques qu'on peut entendre. Je trouve qu'il y a vraiment une véritable montée de l'islamophobie, mais pour moi, les coupables, c'est pas les personnes, les citoyens, c'est vraiment le regard que les médias apportent sur la société, notamment sur les quartiers, la société qui dépeigne, et ça montre juste du racisme et une peur de l'autre auquel je m'identifie pas du tout. Par exemple, la question du voile, ça, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on interdit à l'université ? Est-ce qu'au contraire on le laisse ? Personnellement, je n'ai jamais vu ce qu'on peut dire donc où les jeunes filles étaient forcées à porter le voile. En plus de ça, je me considère comme féministe et je fais partie des féministes. Enfin, ce qui, selon moi, c'est le vrai féminisme. Mais bon, après, on peut voir les choses différemment. Mais pour moi, le vrai féminisme, c'est de penser que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut. Donc évidemment qu'on ne peut pas la forcer à porter le voile. Mais en fait, ça revient au même de vouloir la forcer à ne pas le porter parce que ce serait un soi-disant signe d'oppression. Tout ça, voilà, je suis totalement contre. Donc pour moi, le voile dans les universités, c'est une nécessité que ce soit toujours autorisé. Surtout parce qu'à cet âge-là, je pense qu'on est capable de savoir si jamais on veut porter le voile ou non. Par exemple, instaurer des repas halal dans les cantines, c'est un truc sur lequel toi tu es favorable ? En tout cas, je suis absolument pas contre. Tout comme je pense que c'est très important d'avoir des repas végétariens, je trouve que c'est important aussi de pouvoir respecter quand même finalement une bonne partie des Français, notamment dans certains endroits en France où dans les écoles il y a énormément de musulmans. Donc c'est vrai que je trouve pas ça fou de réfléchir à est-ce que oui ou non tout le monde devrait pouvoir manger comme il le souhaite à l'école. Enfin, ça me paraît pas fou, quoi. Pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron là, qui se termine, donc il y a eu le Covid et puis il y a eu un mouvement important, le mouvement des Gilets jaunes. Je voulais savoir comment tu l'avais vécu, comment tu l'as observé, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu l'as soutenu ou pas soutenu ? Évidemment, déjà, j'en ai entendu parler aux informations par rapport à la question du prix de l'essence. Effectivement, je trouve que c'est des questions qui se posaient. C'est clair que comme il y avait beaucoup la question par exemple des infirmières libérales, de toutes ces personnes qui sont obligées de prendre la voiture tous les jours pour faire des longues distances pour travailler. Après, il me semble, après peut-être que je me rappelle plus très bien, mais pour moi, il me semble que Macron l'avait annoncé dans sa campagne présidentielle qu'il allait faire ça, je crois. Je pense que j'étais quand même d'accord avec ce moment-là. Après, vu qu'il partait à la base de cette question de l'essence, c'est vrai que c'est un truc qui est très éloigné de moi. Même encore aujourd'hui, j'ai pas de permis, j'ai pas de voiture, donc c'est des questions qui sont un petit peu éloignées. Je me sentais pas forcément concernée, dans le sens que je me disais pas que j'étais une gilet jaune, mais je comprenais totalement les revendications de ces personnes. Je comprenais aussi le sentiment un petit peu d'abandon de certaines parties de la population, des plus pauvres. Je le conçoit totalement. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu pas mal de manifestations, donc le samedi pendant plusieurs mois en ville. Il y a eu de la violence. Alors certains ont parlé des violences des manifestants ou des violences policières. Qu'est-ce que toi tu penses de ces violences, de la violence de manière générale ? Évidemment, toute forme de violence, ça m'a quand même choquée, évidemment. Après, est-ce que je tiendrais pour responsable les Gilets jaunes ? Est-ce que, notamment, puisque pour avoir fait aussi quelques manifestations, pas des Gilets jaunes, mais quelques manifestations, j'ai assisté parfois à vraiment les violences étaient déclenchées par des répressions des policiers qui transformaient un événement qui était parfois quelque chose de pacifique, de calme, d'organisé, avec des répressions d'un coup d'une violence extrême. Donc forcément, les gens répondaient, ce qui n'est pas non plus bon, évidemment. Ça reste de la violence, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même un regard un peu critique parfois sur le regard qu'on peut avoir de certaines manifestations. Et c'est vrai que ces images, on voyait des policiers et des gens se frapper. C'était évidemment choquant. Après, je ne jetterai pas la pierre aux Gilets jaunes en particulier, même si je ne cautionne pas ce genre de comportement. Voilà. Tu disais que tu avais manifesté, je n'avais pas posé la question justement, c'est très intéressant. Oui, j'ai commencé, mais ma première manifestation, c'était la manifestation contre les violences policières pour Théo.
Donc j'étais en seconde. Et justement, voilà, à Montpellier, il y a un petit peu d'organisation à chaque fois des manifestations où un premier lycée, en général Mermoz, va chercher comme ça tous les lycéens devant chez eux, etc. Et vu que j'étais à Mermoz, je me rappelle voilà, que j'ai appelé mes parents, je leur ai dit est-ce que je peux y aller, etc. Et donc j'étais allée manifester. Et là, justement, ça avait tourné un petit peu mal, on avait été gazés, etc. Alors que c'était juste une marche à la base. Ensuite, j'ai remanifesté peut-être depuis 4-5 fois, notamment pendant la réforme pour les retraites. J'ai participé à beaucoup de manifestations à Nîmes. Est-ce que tu penses qu'il faut améliorer le système tel qu'il est, ou est-ce que tu penses qu'il faut changer radicalement le système ? Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il fallait l'améliorer, mais de plus en plus, je commence à me dire que repartir à zéro serait peut-être la meilleure chose à faire. Parce qu'au final, je remets quand même beaucoup en question le système démocratique français, ce qui est quand même la structure du système. Donc au final, si jamais je ne crois plus en ça, ou en tout cas, je trouve qu'il mérite d'être changé, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de tout recommencer à zéro, un nouveau système, permettre aux gens d'être beaucoup plus investis au quotidien et pas juste tous les 5 ans ou tous les 4 ans pendant 2 semaines, avoir vraiment une réelle incidence sur la vie politique, mais du coup qui passerait aussi par... dans l'éducation, peut-être former les gens à la rhétorique, à avoir un regard critique sur tout ça, à plus nous politiser, en tout cas pas forcément nous biaiser dans nos avis, mais nous permettre d'avoir les armes de comprendre le système politique. Donc au final, ça passe tellement par tous les points de notre société que peut-être que tout raser et recommencer serait peut-être une bonne chose, je sais pas. Si tu devais choisir un mandat en tant qu'élu plus tard, quel est le mandat qui t'intéresse le plus ? Moi, j'aimerais être présidente, évidemment, mais après, je sais pas... moi je me mets un objectif hyper grand comme ça au moins, mais si j'y arrive c'est cool, mais sinon même déjà être député ce serait bien, être ministre ce serait super. Après pourquoi pas aussi commencer à un niveau local, mais c'est vrai que ça m'intéresse moins dans le sens où c'est d'autres problématiques au final, et problématiques municipales, etc. Même si je trouve ça très intéressant, c'est pas comme ça que je pense pouvoir changer le monde, donc... Quand tu as fait notre test, là, tu es tombé sur le cluster qui s'appelle les progressistes. Je me suis totalement reconnue dedans. Puis j'étais fière d'avoir été mise dans cette catégorie-là, du coup. Puisque c'est vraiment ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, le progrès, les droits de l'homme, l'humanisme, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, de l'humanité. Et donc voilà, j'étais contente que ça ressorte au final comme sujet principal de mes préoccupations politiques. Ciao. Allez, salut. À bientôt.